Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc le Moniteur, comme on peut le voir sur la slide suivante, c'est 5000 stagiaires formés chaque année, plus de 250 programmes de formation qui sont dispensés en présentiel ou à distance. Par les temps qui courent, c'est important de le souligner. Et comme vous pouvez le voir sur la troisième slide, nous avons des thématiques variées sur la réglementation, les techniques, l'urbanisme, l'immobilier, les marchés publics. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site ou à télécharger le catalogue des formations 2021 grâce au petit lien qui se trouve sur ce support. Donc nous sommes ce matin en compagnie de Julie Gomez-Bala et Xavier Hemans. Ce sont les deux intervenants qui animent aux côtés du moniteur la formation sur la refonte du code de la construction et de l'habitation. Donc, ils nous accompagnent depuis le début de cette année sur ce sujet. Les prochaines sessions, d'ailleurs, auront lieu les 1er juin et 5 juillet prochains. Ce sont des sessions de demi-journée, donc ce sera le matin. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour vous y inscrire. Donc, Julie et Xavier sont tous les deux avocats associés au cabinet Adaltis et ils interviennent, entre autres, sur des sujets autour de la gestion de l'ensemble des problématiques immobilières, foncières et constructives. Donc, sans vous dévoiler tout le contenu de la formation à laquelle j'espère vous participerez prochainement, ils vont donc nous parler des points saillants de cette refonte du code. Donc, je leur laisse la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit menu questions que vous avez sans doute à gauche de votre écran et je leur relayerai en fin d'intervention afin qu'ils puissent y répondre. Donc, Xavier, Julie, je vous remercie d'être ici ce matin avec nous et je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci Laurence. Merci beaucoup Laurence. Donc je prends la suite. Donc comme vient de l'expliquer Laurence, nous sommes tous les deux, Julie Gomez-Bala et moi, Xavier Hemans, avocats associés au sein du cabinet Adaltis, cabinet Adaltis qui a 5 implantations en France, à Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille et Rennes. Et avec Julie, nous consacrons notre activité au droit de l'immobilier et au droit de la construction, tant auprès des opérateurs publics, maîtres d'ouvrage, et également les opérateurs privés, qui soient également maîtres d'ouvrage ou intervenant dans l'acte de construire, et même en amont, dans le cadre de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, avec le moniteur, nous organisons cette formation. On a d'ailleurs déjà organisé une première session qui est consacrée à la refonte du code de la construction et de l'habitation qui a été opérée par cette ordonnance ESSOC 2 dont vous avez certainement entendu parler. Donc, le but de cette formation, qui est une formation qui est assurée sur 3 heures, est de faire un tour d'horizon assez complet et précis de cette refonte du Code de la construction et l'habitation qui a été opérée par cette ordonnance, en partant de son origine et de son application pratique et en faisant certains retours d'expérience sur ce qui a déjà pu être fait dans le passé, dans le cadre de cette réforme qui a été annoncée, qui a été amorcée il y a déjà maintenant 3 ans. Parce qu'en effet, si on revient un petit peu sur l'historique, l'origine de cette réforme, c'est une loi de 2018, la loi ESSOC, cet acronyme qui veut dire État au service d'une société de confiance. C'est une grosse loi, un petit peu fourre-tout, on a plein de dispositions dans tous les sens, et notamment on a des dispositions relatives aux règles de construction. L'objectif de cette loi de 2018, eh bien, c'est de faciliter la réalisation de construction et surtout faciliter l'innovation afin de permettre de pouvoir mettre en place des mesures constructives qui ne sont pas forcément tout à fait conformes aux règles de la construction qui existent aujourd'hui, mais justement qui permettent d'aboutir peut-être à des résultats équivalents avec des solutions innovantes.
Alors, cette loi a opéré en 2 temps. Le premier temps, c'est l'ordonnance ESSOC 1, qui date du 30 août 2018. Et on a eu un certain nombre de décrets d'application par la suite. Le décret d'application date du 11 mars 2019. Et le second temps, c'est celui qui va nous intéresser maintenant, c'est l'ordonnance ESSOC 2, dont on vous parlera largement, qui est en date du 29 janvier 2020 et qui, lui, pour lequel on attend toujours les décrets d'application, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on a encore vérifié ce matin avec Julie au journal officiel, les décrets d'application de cette ordonnance ESSOC 2 n'ont toujours pas été publiés. Alors, ça s'effectue en 2 temps, cette réforme, parce qu'on a tout d'abord, dans un premier temps, l'ordonnance ESSOC 1 dont je vous ai parlé, ensuite l'ordonnance ESSOC 2, dans la mesure où nous avons eu dans un premier temps l'ESSOC 1 avec un régime qui a été transitoire, expérimental pendant quelques temps, depuis le décret d'application du 11 mars 2019 à aujourd'hui. Et là, le but du jeu, avec l'ordonnance ESSOC 2, c'est de mettre en place un système qui soit permanent, pérenne, à travers une réforme totale et globale du code de la construction et de l'habitation. Ce qui est intéressant, c'est que cette réforme, elle n'est pas le fruit du hasard, elle n'est pas née comme ça en 2018, elle est la résultante d'une évolution qui prend son origine avec la loi LCAP de 2016. Parce que déjà, cette loi LCAP de 2016 a permis de déroger à la réglementation en favorisant l'innovation, en mettant en place un système, mais qui était simplement ouvert à l'époque exclusivement à l'État, les collectivités territoriales et les groupements des collectivités territoriales et également les organismes d'HLM. C'est le fameux permis de faire dont on a entendu parler. Mais ce permis de faire, il était simplement destiné exclusivement à ces entités publiques. Et justement, le sens de l'évolution de la législation avec ESSOC 1, ça a été de permettre cette innovation dans un secteur un petit peu plus large, avec un public un petit peu plus élargi. Donc, c'est toujours le permis de faire, donc a été élargi, le dispositif a été élargi et non plus exclusivement enfermé et dédié à l'État, les collectivités territoriales et les organismes d'HLM. C'est ainsi que donc est né ESSOC 1, qui est donc cette ordonnance de 2018 avec ses décrets d'application de mars 2019, entrée en application donc le 13 mars 2019. Et c'est donc ce système transitoire dont je vous parlais, avant encore une fois ESSOC 2 qui va venir par la suite. Et donc avec ESSOC 1, ESSOC 1 s'appliquait aux opérations de construction qui devaient être précédées d'un permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable ou autorisation de travaux au titre des ERP et des immeubles classés monuments historiques. Et Xavier, excuse-moi, je me permets, est-ce que vous pourrez peut-être passer à la slide suivante Ah oui, tu as raison, j'ai oublié qu'il y avait des diapos. Merci beaucoup. Pardon. Sur la slide, vous voyez d'ailleurs le schéma qui permet de récapituler ce dont je vous parlais, avec donc cette loi de 2018, son article 49, qui est la base légale des deux ordonnances, ESSOC 1 et ESSOC 2, ESSOC 1 à gauche avec l'étape transitoire et ESSOC 2 avec la situation pérenne que vous dévoilera par la suite Julie. Donc j'en étais à vous expliquer en quelques mots, puisqu'il s'agit ici simplement de balayer le contenu de cette formation.
eh bien, vous expliquer ce qu'a porté l'ordonnance ESSOC 1 qui est entrée en vigueur en 2019. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir déroger aux règles de construction, mais dans des domaines qui étaient extrêmement encadrés et restreints pour certains établissements simplement, puisque les domaines dans lesquels il était possible de déroger, il s'agissait de la sécurité, la protection contre l'incendie, l'aération, l'accessibilité du cadre bâti, la performance énergétique et environnementale, les caractéristiques acoustiques, la construction à proximité des forêts, la protection contre les insectes xylophages, la prévention des risques sismiques et cycloniques et les matériaux et leur remploi. Et donc, le but de ce système, c'était de permettre aux maîtres d'ouvrage d'apporter la preuve qu'en utilisant les moyens mis en œuvre, des solutions d'effet équivalents, et qui ne sont pas celles qui correspondent pleinement aux règles de la construction, ils permettaient d'arriver à des solutions qui étaient équivalentes, pour des effets et résultats équivalents à ceux que les règles de la construction habituelles étaient censées destiner. Et on reviendra à travers cette formation qui dure sur une matinée sur les premiers retours d'expérience qu'on a pu avoir sur ce dispositif expérimental. Alors, il est vrai que les retours d'expérience ne sont pas très nombreux, puisqu'on en a répertorié, en tout cas, qui sont connus et partagés, 6 projets qui ont été soumis au permis d'expérimenter à la fin 2020. Mais ces premiers retours d'expérience permettent quand même de voir comment ça a fonctionné, en quelles circonstances, et tout l'intérêt de ce nouveau dispositif qui est maintenant inclus dans le droit commun à travers la réforme du Code de la construction dont va vous parler Julie, à travers ESSOC 2. Très bien, donc c'est vrai que ces retours d'expérience nous permettent, et lors de la dernière session, en plus, on a eu la chance d'avoir parmi les intervenants une personne qui a participé à l'un de ces projets. Donc c'était vraiment enrichissant, et nous permettre de voir, on a la théorie, on a ESSOC 1, on a maintenant ESSOC 2, et de mettre en perspective et de mettre en pratique pour voir dans quel but et quels seraient les avantages, éventuellement les contraintes de recourir à ces solutions. Puisqu'aujourd'hui, comme dit Xavier, 6 projets seulement y ont recouru. Donc tout le monde n'a pas osé, et finalement, il est bon de savoir aussi dans quelles circonstances on va oser et pourquoi on va le faire plutôt que de passer par quelque chose de plus classique que tout le monde connaît. Donc là, effectivement, ESSOC 2 aujourd'hui, qui n'est pas encore en vigueur, on attend avec impatience, mais qui devra dans tous les cas voir publier des décrets d'application avant le 1er juillet, puisque c'est la date butoir fixée par l'ordonnance. Donc aujourd'hui, ESSOC 2 a vocation à pérenniser, comme le disait Xavier, le mécanisme jusqu'à présent expérimental et à l'intégrer dans le droit commun. Dans le droit commun de la construction. Pourquoi? Parce que il est apparu, je pense, nécessaire, quand on lit également les rapports qui ont été remis au président de la République dans le cadre de cette ordonnance, de libérer les intervenants, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage également d'un certain nombre de contraintes, et de leur permettre de s'intégrer dans quelque chose de plus général, dans des objectifs, et de développer ensuite éventuellement d'autres règles, d'autres moyens techniques pour favoriser également l'innovation, parfois la maîtrise des coûts. Même si on a pu identifier dans le cadre de nos recherches que finalement des coûts, il y en a, on peut peut-être en économiser à certains égards, mais il y en a peut-être ailleurs du coup. Après, c'est toujours un arbitrage à faire. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est que ce dispositif soit intégré au droit commun, puisque ce permis d'expérimenter, aujourd'hui, on va l'appeler même peut-être le droit à déroger, puisque ça va devenir finalement
le principe, enfin le système aujourd'hui qui va être en place en matière de construction. Donc l'objectif de ce nouveau code, cette refonte du code, c'est en matière législative, c'est plus de 200 articles du livre premier qui sont réécrits. Il y a un toilettage aussi également qui est fait, puisque la taille du livre premier du Code de la construction va être, dans le cadre de l'ordonnance, réduite d'un quart. L'idée, c'est de redonner donc de la cohérence à ce livre premier. On voit d'ailleurs également que cette refonte a permis de déplacer certains articles dans des codes qui étaient plus adaptés. Par exemple, le code du travail va accueillir du coup des articles qui jusqu'à présent étaient dans le code de la construction. Donc c'est vraiment un souci de mise en cohérence de ce code qui est fait et qui est réécrit dans le cadre de l'annexe de l'ordonnance de 2020. Cette ordonnance, quand même, bon, vous l'avez peut-être déjà lu, elle est écrite dans un souci pédagogique aussi, parce que on a l'article L111.1 du nouveau code prévoit tout un tas de définitions, un petit peu comme ce qu'on fait dans les contrats au final, pour pouvoir mieux comprendre, mieux lire, apporter plus de lisibilité au reste. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et ça a été fait, voilà, encore une fois, d'une manière assez pédagogue pour nous aider à comprendre et l'articulation entre les différents mécanismes. L'objectif de ce nouveau code sur le mécanisme même de l'opération de construction, c'est de substituer à l'obligation de moyens qui imposait aux constructeurs des dispositifs techniques précis, le respect des règles de l'art, etc., d'y substituer une obligation de résultat exprimée en termes de performance à atteindre. Voilà, donc c'est un changement de paradigme quand même assez radical, qui vise à redonner une lisibilité et une cohérence aux règles de la construction, ainsi qu'à, comme on le disait, à réduire les coûts en favorisant l'innovation. Le principe désormais est fixé au nouvel article L112.1 du nouveau code de la construction, qui dispose que tout projet de construction ou de rénovation de bâtiments respecte les objectifs généraux fixés au titre 3 à 7 de ce même code. Je me permets de vous demander, Xavier, comme c'est vous qui avez la main, de faire défiler les slides quand Julie parle. Merci beaucoup. Donc, il y a cette notion d'objectif général fixé au titre 3 à 7. Et ensuite, ce même article dit que lorsque des résultats minimaux sont fixés, ensuite des objectifs généraux, ils doivent être atteints pour pouvoir respecter les objectifs généraux. Alors, revenons sur l'objectif général. Qu'est-ce qu'un objectif général? L'objectif général qu'il va falloir atteindre, c'est défini par l'article L111.1 du Code de la construction nouveau, un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par des résultats minimaux à atteindre. Les objectifs généraux sont clairement identifiés au titre 3 à 7 du nouveau Code de la construction, à savoir en matière de règles générales de sécurité, titre 3, en matière de sécurité des personnes contre les risques d'incendie, titre 4, en matière de qualité sanitaire, titre 5, d'accessibilité et de qualité d'usage, titre 6, et de performance énergétique environnementale, titre 7. Alors, on va essayer d'être un petit peu concret. Qu'est-ce qu'un objectif général? Comment le code a pu le définir? On va prendre par exemple les objectifs généraux en matière de sécurité des personnes contre les risques d'incendie. Article L141.1 du nouveau code de la construction. L'objectif général est le suivant. Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes, 1. En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie, 2. En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours. Donc, on peut voir que ce sont quand même des règles qui sont très générales, enfin, un objectif très général. En matière, par exemple, de qualité sanitaire, l'objectif général
Quel est-il? L151.1. Les bâtiments sont conçus, construits, équipés, aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments, et le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent. Voilà. Donc il y en a d'autres, hein, donc pour les autres titres, on est du coup sur vraiment des objectifs à atteindre, des objectifs très généraux à atteindre. Alors ensuite, il faut pouvoir respecter ces objectifs généraux. Comment justifier du respect de ces objectifs généraux? Ce que dit l'article L112.4 du nouveau code, c'est que chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre. Première situation, lorsque des résultats minimaux sont fixés, donc adossés à ces objectifs généraux par voie réglementaire. Le respect de l'objectif général est justifié par la preuve établie selon les modalités propres au champ technique considéré que ces résultats minimaux sont atteints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décrets que l'on attend, impatiemment maintenant, vont nous dire dans chaque domaine si l'objectif général va être assorti d'un résultat minimal. Et si tel est le cas, quelles sont les modalités propres à chaque champ technique qui sera concerné pour pouvoir justifier du respect de ce résultat minimal. Lorsqu'on est en matière de domaines dans lesquels des résultats minimaux seront fixés, l'article L112.4 prévoit également que si une solution technique est définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres, comme permettant d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chacun des domaines, on pourra avoir, le cas échéant, des résultats minimaux qui seront impartis au maître d'ouvrage dans sa construction, et on pourra avoir en plus des solutions techniques qui seront préconisées, qui ne seront pas imposées mais qui seront préconisées. Et le seul fait pour le maître d'ouvrage dans sa construction de faire respecter cette solution technique prévue dans les articles lui permettra de prouver que les résultats minimaux et les objectifs sont atteints. Sinon, s'il choisit de ne pas mettre en œuvre cette solution technique qui sera préconisée, il pourra en mettre en œuvre une autre et à ce moment-là prouver sa bonne mise en œuvre et le respect des objectifs et des résultats selon les modalités qui seront prévues par les dispositions réglementaires à venir. Donc ça, c'était la première situation dans laquelle des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire. Deuxième cas, aucun résultat minimal n'est fixé, puisqu'on comprend que finalement, on n'aura pas de résultats minimaux dans chacun des domaines. Le pouvoir réglementaire va arbitrer là où il faudra qu'il y en ait, là où il n'y en aura pas. Dans le cas où aucun résultat minimal ne sera fixé, le respect d'un objectif général sera justifié par le recours du maître d'ouvrage, soit à une solution de référence, on va y revenir, soit à une solution d'effet équivalent. Donc, voilà l'alternative. Alors, simplement, on va revenir, puisque c'est là que tout va se jouer, résultat minimal ou pas. Qu'est-ce qu'un résultat minimal? Résultat minimal, c'est un niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qu'il constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction. Donc, c'est toujours nos définitions de l'article L111.1. Et comment on va pouvoir fixer ces résultats minimaux? Ça sera, le pouvoir réglementaire le fera, à base de seuils, d'indices, de performance. Voilà, c'est le pouvoir réglementaire, du coup, qui définira tout ça. Donc, si on n'a pas de résultats minimaux, on a premièrement, on a dit, le choix d'une solution de référence. La solution de référence, qu'est-ce que c'est? C'est une solution technique définie par voie réglementaire, toujours, qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général, sauf à recourir à une solution d'équivalent, d'effet équivalent. Donc, le principe
en l'absence de résultats minimaux fixés par les textes, c'est le recours à une solution de référence. L'exception, c'est si le maître d'ouvrage entend ne pas aller dans cette voie-là, recourir à une solution d'effet équivalent. Et cette solution équivalente qui est finalement la mesure un petit peu phare de ce dispositif, de ce droit à déroger, c'est quoi? C'est finalement le fait de mettre en œuvre une autre solution, mais qui permet de respecter les objectifs généraux et d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence. Donc cette solution d'effet équivalent, c'est vraiment là qui est l'innovation. Elle va du coup impliquer d'avoir recours à différents professionnels, à différents stades de la construction, à différents professionnels qui attesteront déjà de cette solution d'équivalent et du fait qu'elle respecte bien les objectifs généraux, à des professionnels qui vont ensuite, en aval, contrôler la bonne mise en œuvre au stade de la construction, au stade de l'achèvement et de la réception, et avec toute une série de contrôles et de sanctions aussi, si tout ça n'est pas respecté. Donc voilà le mécanisme. Voilà le mécanisme qui s'articule autour de principales notions, d'objectifs généraux, de résultats minimaux et de solutions techniques définies par voie réglementaire, de référence ou alors des solutions d'effet équivalent. Donc, on rabat un peu les cartes du droit de la construction. On passe dans un mécanisme qui est différent avec tout un tas de questions qui se posent aussi aujourd'hui en termes de coûts, de délai de chantier, puisqu'aujourd'hui, cette attestation d'effet équivalent, il est prévu qu'elle soit obtenue au moment du dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc peut-être que ça peut évoluer. Il y a effectivement des projets de texte qui peuvent nous faire dire que peut-être que ça évoluera, mais il y a ça. Il y a des intervenants à faire intervenir en plus, des coûts. Il y a forcément des constructeurs qui vont être impliqués, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises, etc., qui vont s'engager en termes de responsabilité, en termes d'assurance. Donc, il y a tout un tas de choses, effectivement, qui doivent être repensées à la lumière de ce dispositif afin de pouvoir vraiment en appréhender les avantages, les inconvénients et finalement les cas où il pourrait être opportun justement de sortir un peu des chemins battus et d'aller sur des solutions différentes et innovantes. Voilà. Alors pour terminer, en guise de conclusion, on vous a mis un petit diagramme, une sorte de schéma avec une flèche qui est là pour rappeler l'évolution d'un chantier normal depuis sa conception jusqu'à sa livraison. Il s'agit ici de mettre le focus sur la solution d'effet équivalent parce que c'est quand même un peu la mesure phare de cette réforme. Je vous le rappelle, la solution d'effet équivalent, c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas de résultats minimaux qui auraient été définis par les textes, plus précisément par les articles en R du Code de la construction et de l'habitation, dont nous sommes actuellement en attente. Ce sont les décrets que nous attendons, qui vont donc définir ces résultats minimaux. Donc, lorsqu'on veut avoir recours à cette solution d'effet équivalent, concrètement, comment ça fonctionne dans le cadre de l'exécution de mon chantier? Ça va commencer à la conception. À la conception, je suis maître d'ouvrage. Et bien, le maître d'ouvrage va apprécier si la règle à laquelle il souhaite déroger, il va donc identifier une règle de construction. Il va identifier cette règle, il va dire, moi, je veux y déroger. Il va voir s'il est possible d'y déroger tout en respectant, bien entendu, les objectifs généraux. Au temps de la programmation, maintenant, il va donc déterminer, concevoir une solution d'effet équivalent. Et comme vous l'avez expliqué, Julie, tout à l'heure, cette solution d'effet équivalent, afin qu'elle soit mise en œuvre, il faut qu'elle soit validée par un organisme indépendant. Donc, au stade de la programmation, il va faire une demande d'attestation de solution équivalent à cet organisme indépendant et donc il va l'analyser, l'instruire et le cas échéant, s'il la valide, eh bien, il délivrera une attestation de solution d'effet équivalent.
La quatrième étape, maintenant, c'est au temps de la demande des autorisations. Eh bien, le maître d'ouvrage, une fois qu'il aura obtenu son attestation de solution et qu'il fait des faits équivalents, va la joindre à la demande d'autorisation d'urbanisme. Parce qu'actuellement, dans l'état actuel du texte de l'ordonnance SOC 2, eh bien, cette attestation des faits équivalents doit être obtenue avant la demande d'autorisation d'urbanisme. Alors, il y aura peut-être une évolution par rapport à cette notion-là, qui a été décriée par certains professionnels en disant « mais vous êtes bien gentil, mais au stade de ma demande d'autorisation d'urbanisme, eh bien, je ne suis pas forcément apte à déterminer eh bien, les règles de construction auxquelles je vais pouvoir déroger par une solution d'effet équivalent. Donc, c'est trop tôt dans mon processus. » Et c'est pour ça que la loi de ratification, en tout cas le projet de loi de ratification qui n'est pas encore passé, nous dit que a priori, eh bien, cette ASEE, cette attestation de solution d'effet équivalent, ne sera pas obligatoirement à joindre avec l'autorisation d'urbanisme. Elle pourra être transmise avant simplement le commencement des travaux, ce qui permet de faire tout ce travail autour de l'attestation de solution d'effet équivalent après l'obtention du permis de construire, mais toujours, ça c'est sûr, avant le commencement des travaux. Donc ensuite, transmission de l'attestation de solution équivalent au service du ministère chargé de la construction. Ça, c'est une disposition qui est dans la loi. Ensuite, dans le cas des travaux, eh bien, le maître d'ouvrage désignera un contrôleur technique et qui va contrôler la conformité de la solution d'effet équivalent à l'objectif général. Et à la fin, en termes des opérations de construction, au stade de la livraison, eh bien, ce bureau de contrôle, ce contrôleur technique, délivrera une attestation certifiant qu'il y a eu une bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent qui a été au préalable validée par l'organisme indépendant. Il s'agit de certifier que cette mise en œuvre est bien conforme à ce qui a été validé et bien en amont par cet organisme dépendant qui est bien entendu pas l'organisme de contrôle. Il y a bien entendu une distinction entre contrôleur technique en cours d'exécution dans la mise en œuvre et l'organisme indépendant qui en amont a validé la solution d'effet équivalent. Et par la suite, post-livraison, ça c'est pour vous dire, pour vous rappeler, Julie en a parlé très brièvement dans le cadre de cette première approche, rappeler que l'administration dispose d'un droit de visite parce qu'il y a un contrôle hypothétique, il n'est pas systématique. Il y a un droit de visite sur les lieux des services de l'administration qui peuvent contrôler la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, qui peuvent adresser des mises en demeure. Et puis derrière, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues par la loi et des astreintes également. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur cette approche très rapide, un petit peu flash de cette approche, de cette réforme du Code de la construction et de l'habitation. Ce qui est intéressant quand même de retenir, c'est qu'on a des nouveaux outils qui sont nouveaux et qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Nous, nos premiers échanges avec nos clients, promoteurs et autres constructeurs, c'était de dire, vous êtes très gentil, mais ça, c'est nouveau, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut obtenir, il y a tout un travail de conception à faire en amont. Il faut concevoir cette solution d'effet équivalent, obtenir son homologation par cet organisme indépendant. Et tout ça, ça nécessite du temps de travail, de l'investissement, mais également des coûts. Des coûts en termes d'études. Alors que le but quand même de la réforme, in fine, c'est de permettre l'innovation, mais de baisser des coûts de construction. Donc là, on comprend bien que cette réforme ne va pas se mettre en marche du jour au lendemain. En tout cas, sa généralisation prendra un certain temps afin que les acteurs s'acclimatent et s'habituent à ces nouvelles dispositions. Donc autant s'y intéresser dès maintenant pour pouvoir mieux les appréhender. C'est ce que nous vous proposons dans le cadre de cette formation. Je vous remercie. Ouais, c'est nous qui vous remercions tous les deux pour cette introduction. On a beaucoup de questions, donc on va peut-être pas pouvoir y répondre à toutes durant la fin de ce webinaire, mais je vous en soumets quelques-unes. La première, quel sera le rôle des bureaux de contrôle dans ce nouveau processus?
Alors, les bureaux de contrôle, dans le cadre de ce nouveau processus, comme je vous le disais à l'instant, vont intervenir au stade de l'exécution afin de pouvoir vérifier que la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent est bien conforme à l'agrément qui a été obtenu en amont par l'organisme indépendant. Alors, D'accord. il y a également un autre rôle, et ça ne pourra pas être le même bureau de contrôle qui pourra faire les deux, c'est que, et là on n'est pas rentré dans le détail à ce stade-là, mais les organismes attestateurs qui vont délivrer ces attestations d'effets équivalents vont être désignés par décret. Dans le cadre de ESOC 1, on avait déjà une liste par secteur de type d'organisme ou de certains organismes même nommément désignés par les textes réglementaires qui pouvaient avoir ce rôle d'attestateur. Et en matière, alors la sécurité incendie est un petit peu à part, mais dans tous les autres domaines, quasiment, les contrôleurs techniques pouvaient être attestateurs. Donc ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc je pense que les bureaux de contrôle vont continuer à pouvoir avoir ce rôle-là. Certains l'ont déjà fait, a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre. Simplement, le contrôleur technique qui intervient dans ce cadre-là ne pourra ni avoir la mission de contrôle technique classique sur le chantier, ni évidemment derrière contrôler la bonne mise en œuvre. Voilà, donc on est sur une indépendance des bureaux de contrôle, donc il y aura un choix à faire. Et je pense qu'un bureau de contrôle, il préférera se positionner sur le contrôle technique de l'ensemble, peut-être du chantier plutôt que ça. Mais en tout cas, voilà, certains bureaux de contrôle commencent à se positionner là-dessus. A priori, voilà, au niveau assurantiel, il y a déjà eu des discussions avec les compagnies. Donc, c'est des choses qui vont être mises en place. Ça ne sera pas les seuls à pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, il faut simplement préciser que lorsqu'ils vont intervenir en amont, au stade de l'attestation, ils ne seront pas responsables au même titre qu'ils le sont dans le cadre d'un chantier, etc. Donc les textes prévoient ça aussi, prévoient en cas de la responsabilité de l'attestateur et donc potentiellement du contrôleur technique si jamais c'est à eux qu'on fait appel dans ce cadre-là. D'accord. Et alors justement, est-ce que vous avez un petit peu appréhendé les réactions des assureurs à cette nouvelle ordonnance? Alors, ça, on a eu l'occasion d'en discuter, même dans le cadre de sessions précédentes avec des personnes qui étaient chez des contrôleurs techniques, enfin, qui étaient dans des bureaux de contrôle justement. Et a priori, c'est des discussions qui sont déjà engagées. Et il n'y aurait pas nécessairement de blocage au niveau assurantiel. Voilà. D'accord. Après, à creuser, il faut vraiment que les retours. Encore une fois, aujourd'hui, on a six chantiers qui ont fait appel à ce dispositif, version expérimentale. Mais ça va se développer et ça va probablement se démocratiser. Voilà. Donc on attendra les retours d'expérience aussi prochains. Bien sûr. Et les assureurs également, ils sont un peu montés au créneau concernant le moment de l'attestation de solutions d'effets équivalents et sur la possibilité de la solliciter en phase travaux et non pas avant la délivrance du permis de construire. Et notamment, c'est les assureurs des maîtres d'œuvre qui sont montés au créneau en disant mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas admettre cela, on ne peut pas admettre qu'une solution d'effet équivalent soit proposée en cours d'exécution du chantier parce qu'on mettrait l'architecte dos au mur, il n'aurait pas les capacités et le recul nécessaire pour réagir. Donc, eux, ils sont prononcés contre la mise en œuvre de l'attestation de solution d'effet équivalent en cours d'exécution de chantier et ils se prononcent plutôt en faveur de quelque chose en amont avant les autorisations d'urbanisme pour pouvoir permettre à l'architecte de pouvoir examiner la question tranquillement et non pas en cours de chantier avec la pression des délais qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, il nous reste 2 minutes, donc je vais prendre une dernière question, peut-être un peu technique. Donc, si jamais vous ne pouvez pas y répondre en direct, on y répondra a posteriori. Nous avons quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'une attestation de conformité de SEE sera exclusive à une opération ou de portée générale pour toutes les opérations ultérieures? On parle de l'attestation initiale.
du coup? Attestation de conformité de SEE, je suppose, oui. Oui, pas du contrôle de sa mise en œuvre, mais alors ce que disent les textes, c'est que il va y avoir un mécanisme également pour que la solution d'effet équivalent devienne solution de référence. Donc tel que moi je comprends les choses, c'est que tant qu'on est sur quelque chose qui n'est pas passé solution de référence, on va passer systématiquement, à mon avis, pour chaque projet, il faudra cette attestation. Après, si ça a été agréé une fois, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas agréé une deuxième fois. Et il n'y aura pas, finalement, ce qui va prendre du temps, je pense, dans le mécanisme, c'est toute l'élaboration de la solution. Si demain, on va voir l'attestateur avec la solution en lui montrant qu'en plus, elle a déjà été agréée par lui ou par quelqu'un d'autre sur un autre projet, ça devrait être plus simple. Mais donc même avec un autre maître d'œuvre ou maître d'ouvrage? À mon sens, il faudra représenter un dossier, et un dossier quand même adapté à la construction en particulier, etc., pour que ça soit à nouveau homologué, entre guillemets. C'est ce qui prévoit le texte. Plus simple. Le texte prévoit que la solution d'effet équivalent s'applique à un projet de construction déterminé. Voilà. Le L112-9. Mais en revanche, à un moment, si cette solution d'effet équivalent, effectivement, elle devient, on peut l'étendre possiblement à d'autres projets et que c'est quelque chose qui peut être généralisé au final, les décrets vont nous préciser comment on pourra faire en sorte que cette solution d'équivalent devienne solution de référence, intégrée donc au mécanisme réglementaire et puisse du coup être utilisée par tous sans avoir ces contraintes, entre guillemets, d'attestation, etc. à faire établir. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie encore infiniment tous les deux pour tous ces éclairages. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et encore une fois, n'hésitez pas pour avoir plus d'informations à vous inscrire à la prochaine formation animée par Xavier et Julie. Les dates futures sont donc, comme nous vous l'avons dit en début de webinaire, les 1er juin et 5 juillet prochains, en distanciel pour le moment. Donc voilà, soyez les bienvenus. Merci encore, chers maîtres, et bon appétit à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.